Aujourd'hui, le sujet de ma chronique, c'est l'après. Comme d'habitude, ce podcast que je vous propose ce jour se base sur un événement passé, toutefois encore quelque peu dans l'actualité, mais pas dans une actualité très récente. Pas de scoop à attendre ici, plutôt mon opinion, et espérons-le, quelques informations nouvelles pour vous à glaner ici ou là. Ce sera déjà pas si mal selon moi. Mon optique est davantage que de rebondir sur l'actualité brûlante, de discuter et analyser à tête reposée, et avec peut-être les nerfs moins à vif, des événements qui ont surgi sur la scène politique, dont parfois certains qui peuvent revêtir des aspects assez horripilants de prime abord. J'ai souvent tendance à dire que je suis de ceux qui seraient plutôt mus par la colère et le refus des injustices, et, comme vous l'aurez anticipé, en quelque sorte, rien que cela vous donne un ordre d'idée de ce que je pense sur la question. Étant donné que cela se trouve être aux antipodes de la raison d'être, supposée en tout cas, du groupe en question. Je note avec une certaine gourmandise, dirons-nous, le nom de cette nouvelle entité issue de la scission d'un petit nombre d'anciens insoumis. Scission de la formation à laquelle ils étaient affiliés ou de laquelle ils étaient partie prenante. Pour rappel, ce qui ne me paraît pas du tout superflu de mentionner à l'instant, c'est que Autain et Ruffin n'ont jamais été membres de la FI, mais assimilés France Insoumise, et grossissaient les bancs du groupe à l'Assemblée nationale, sans pour autant en avoir été membres à quelque moment que ce soit. Ils ont toujours été quelque peu en dehors des sortes d'alliés de facto, si on veut aller par là. Cela justifiait ou nous remémorait le statut d'électron libre revendiqué par Ruffin, par exemple. Lui dont le parti est Picardie debout, et Autain qui avait fondé ensemble à une période autre micro-parti. Entre parenthèses, pour ceux très peu au fait de cette petite entité politique, rien à voir avec le groupement de partis liés au pouvoir en place. Elle a beau être plus au centre que la FI, on ne peut pas l'accuser d'être aussi à droite tout de même. Bref, ce qui n'est pas sans rappeler justement que la France insoumise est une formation politique d'un ordre nouveau, dans une forme nouvelle, et qu'on peut en être tout en étant encarté dans un parti plus traditionnel. À l'instar de ce que faisaient les Garrido, Corbière et Simonet, qui avaient au moins été membres du parti de gauche pendant un certain temps, et qui étaient peut-être encore avant de créer autre chose. Après cette légère digression, si je puis dire, digression non sans importance, revenons-en au nom en lui-même. L'après, c'est un nom particulièrement savoureux lorsqu'on sait la temporalité, comment les choses se sont produites et à quelle période. Il a en effet été révélé que le Club des Six, si on peut les appeler ainsi, avait prévu depuis plusieurs mois de changer de groupe, donc de siéger, semblait-il en tout cas, de ce que l'on sait avec le groupe communiste, lorsqu'ils ont dévoilé leur projet. Par conséquent, on peut légitimement dire que l'après s'est fait en avant, si je peux m'exprimer ainsi. Il semblait afficher une envie d'aller de l'avant, mais leur action concrète, pour ma part, tient plus de pas fait en arrière, tant l'impact réel aboutit plus à affaiblir ce qui a été construit qu'autre chose. Les intentions de ce groupe étaient probablement de générer assez largement autour d'eux, mais il n'en a rien été. D'ailleurs, il convient de constater le coup d'épée dans l'eau de ce groupe dissident. En effet, ce n'est pas le seul plan à ne pas avoir fonctionné. L'après n'est pas l'assurance tout risque, les plans ont été loin d'être sans accroc. Il me semble très évident que le groupe en question espérait sûrement que certaines informations ne viennent pas à fuiter, qu'elles ne viennent pas à être divulguées ou publiées. C'est tout l'inverse qui s'est produit. Pas de chance pour les intéressés, semble-t-il. Le journal officiel venant mettre un point d'honneur à dévoiler le poteau rose avec la date officielle de la création de ce nouveau mouvement politique, soit en mai. Comme vous l'aurez compris, donc, en amont des législatives, preuve que le coup avait été fomenté bien en amont, dès lors que sa concrétisation était elle aussi antérieure à la dissolution et aux législatives à rejouer. Ce terme de coup n'est pas tout à fait utilisé au hasard, dans ce cas précis, nous y reviendrons. Toujours concernant le nom, il est particulièrement parlant, car on n'ose pas imaginer que le groupe en question en soit venu à un tel acronyme au doigt mouillé, sans en parler au préalable et sans une dose de réflexion, sans concertation et autre échange collectif entre les 6 personnes à la racine du projet, tout du moins, voire même avec eux et une équipe de communicants ayant pris le projet en main. Ce qui ne serait pas très surprenant lorsqu'on sait qui ils comptent parmi leurs soutiens. Mais pour cela, aussi, on reviendra sur le sujet pour en dire plus. J'ai évoqué plus en avant souhaiter revenir sur le sujet de l'utilisation du mot « coup ». Nous y voilà. Pour moi, il va sans dire que le message est aussi très clair. Leur optique était de préparer l'après-Mélenchon, et j'ajouterais de bazarder une partie significative de son héritage, tant la volonté de concorde et autres sont révélateurs du virage à droite qu'effectuent certains pour l'occasion.
Le but étant de créer des ponts entre les autres partis moins à gauche et cette nouvelle entité. Pour reprendre une sorte de formule consacrée, j'ai comme dans l'idée que plusieurs d'entre eux se seraient bien vus calife à la place du calife. À commencer par les deux qui se voient naturellement tête de file, autrement dit Ruffin et Autain, dont les ambitions ne font visiblement pas de doute pour grand monde. La question qui se pose étant de savoir s'il était malin de la part de JLM de contribuer à légitimer Ruffin, pour qui les médias avaient un engouement et pris fait et cause. Ou alors si on était dans une forme de simulation entre guillemets du vieux, comme le pense Dany Raz, et pour reprendre leur formule. Pour ma part, je peux me tromper bien sûr, mais je décèle plutôt un comportement de Mélenchon expliqué par son désir de véritablement passer la main, et de ne pas contraindre une possible montée en puissance de quelqu'un d'autre, tout en ayant une forme de réserve sur qui pour incarner la gauche et faire subsister son héritage. Il a sans doute une idée sur la question et une préférence, mais n'a jamais rien laissé transparaître en public. Disons les choses tout de go, il n'a jamais été question de chercher à ne pas faire alliance avec les autres partis ou mouvements de gauche, ou encore de ne pas leur parler et de ne pas négocier avec eux. J'en prends pour preuve que la France insoumise s'est avérée être le moteur et le cœur de l'union de la gauche. C'est elle qui a tenu à l'union en dépit des tentatives des partenaires de maintenir leurs appareils politiques à flot, coûte que coûte. Elle aussi qui a tenté de convaincre jusqu'au dernier moment, laissant toujours une ouverture pour faire finalement une liste commune. Et allant jusqu'à proposer aux Verts de nommer la tête de liste, ce qui est tout de même énorme, surtout si le fait est mis en corrélation avec l'échec cuisant et retentissant de ces derniers à la présidentielle qui avait suivi. Main tendue que seule Génération S aura saisi. C'est LFI qui s'est opposé au fait que les divers partis partent seuls. Il a même été question d'une alliance sans LFI, idée relayée avec délectation par les médias. On comprend tous pourquoi. La force transformatrice isolée aurait alors été nettement moins menaçante pour le capitalisme néolibéral et ses tenants. En particulier quand on sait les batailles fratricides qui se passent à gauche quand celle-ci n'est pas unie. Comment les forces de gauche se mettent alors à prendre les autres formations de gauche pour leur cible privilégiée. Une fois encore, FI faisant exception. Petit flashback sur 2017 et le pacte de non-agression respecté uniquement par JLM. Quoi qu'il en soit, la FI a d'ailleurs été largement critiquée pour ce désir prononcé pour l'Union sur les bases précédemment définies. Parfois même, dans des termes tout particulièrement inacceptables et insultants, a fortiori de la part de ceux qui sont censés être ses alliés ou partenaires. On a tous toujours en mémoire le fameux forceur de Marine Tondelier, expression ô combien malheureuse, aussi infamante que mal placée, et qui, pour couronner le tout, constitue un amoindrissement de la lutte des femmes victimes de VSS. Bref, qualificatif plus que déplacé, et cela demeure un euphémisme. Pour se remémorer les faits, car le cadrage est important, du départ, ELLV, qui avait identifié pouvoir faire un bon résultat, avait opté pour faire cavalier seul. Cette bande à part était motivée par leur impression qu'ils allaient réitérer leur score plutôt flatteur, en tout cas si on n'y regarde pas de trop près, des dernières européennes. De toute évidence, une telle chose leur permettait des espoirs de lead sur la gauche à la présidentielle qui se profile en 2027. Ainsi, ils s'imaginaient pouvoir infléchir le rapport de force du moment, voire même, en cas de succès éclatant, tenter d'imposer un candidat issu de leur rang pour représenter la gauche unifiée. Pas de chance, cela ne s'est aucunement produit. Le PS, lui, avait habilement pris pour prétexte la décision des Verts pour emboîter le pas et légitimer un parcours solo, toujours dans une forme de stratégie de contournement. Il a aussi rapidement compris l'emballement médiatique en faveur de son porte-parole venu des rangs de place publique. Lui, tout à fait en phase avec les médias MS et leur notion de politique raisonnable et réaliste et qui permettait au Parti socialiste d'envisager un score lui permettant de se refaire une santé électorale et de ravir la place qu'avait occupée ELLV en 2019, en obtenant les votes des diverses bourgeoisies ayant encore une fibre de gauche quelque part et qui avaient compris le hic de la Macronie. C'est précisément ce à quoi on a assisté entre autres. Des suites d'un battage médiatique de tous les instants en ce sens, et avec la sociologie bien spécifique des élections européennes. Quant au PC, sous l'influence des Roussel et des De Fontaine, dont la seule ambition était de se refaire la cerise et de mettre à distance la Mélenchonie, tout en essayant de se démarquer pour avoir une raison d'être, eux, non plus, n'ont pas vu d'un mauvais œil cette injonction des Verts de mettre l'Union en pause, en quelque sorte.
Bref, autant dire que la FI est la seule force qui a été consistante dans son désir d'union et à se tenir à cette idée et stratégie. Après, il faut le marteler, avoir permis l'alliance des diverses écuries de gauche. J'emploie ce terme à dessein pour montrer la course de petits chevaux engagés ainsi que pour insister sur la compétition qui fait rage entre les diverses forces en présence. Mais comme d'accoutumé, la FI est une cible bien pratique et peu lui auront accordé sa juste place dans cette alliance créatrice d'espoir pour le peuple de gauche et la population de manière plus générale. Le prétexte aura même été attrapé au vol par certains dans ses rangs pour justifier des envies d'ailleurs ou d'autres choses. Démocratie et paradoxe, voilà qui promet d'être un chapitre très fourni, tant il y a de choses à dire sur le sujet. Commençons par la partie la plus hilarante pour ce qui me concerne. On a donc un groupe de personnages plus ou moins France Insoumise, affiliés comme véritables membres, se plaignant du manque de démocratie dans LFI et qui ont décidé de rejoindre des groupes qui ont refusé plusieurs types de mise en place d'organes démocratiques qui leur avaient été proposés. La farce passant au stade supérieur avec les individus en question qui ont tenté d'imposer leur courant minoritaire à tous. Enfin, quand je dis imposer leur sous-courant, pas que. Les politiques et stratégies qui vont avec, également. Et ce, bien que le reste de leurs camarades n'en ait pas voulu, et que nombre d'entre eux n'adhéraient pas du tout à la soupe tiède prônée par les dissidents. Curieuse notion de démocratie. Résultat, le groupe de personnes auquel je fais allusion a fini par faire sécession sous couvert de manque de démocratie. Comble du comique ou du ridicule, chacun choisira. C'est non sans une certaine émotion que je me souviens alors d'une des expressions favorites de ma grand-mère, qui disait « c'est Jerry chez Sinoc », pour repeindre des situations on ne peut plus ubuesques ou cocasses dont elle était la témoin. Autrement dit, on est dans du grand n'importe quoi, dans un truc de ouf comme diraient les jeunes. Cette situation n'est pas sans faire écho aux propos de Geoffroy de la Gannerie, qui estimait que la démocratie n'était pas forcément quelque chose d'indispensable pour un parti, dès lors que des lignes claires avaient été établies et que les personnes y avaient adhéré. D'autant plus quand les personnes susnommées étaient censées se rassembler autour d'un projet avec des contours clairs, justement. Ici, en fait, une ligne radicale. Hors considération de la sorte, il est tout de même parfaitement hallucinant de voir certains de ses anciens camarades défiler chez ceux qui sont un adversaire résolu de toute tentative d'installation de politique de gauche, venir laver le lachal en public et mettre en cause non seulement leur mouvement, mais aussi leurs collègues du groupe parlementaire, son fondateur en priorité évidemment. C'est d'autant plus hors sol que les médias en question sont tous sauf des modèles de démocratie, qu'ils brillent par le modèle vertical qui est la norme dans leur structure, et qu'un tel procédé les érige en juges, alors qu'ils sont très très mal placés pour incarner un rôle de la sorte. Aussi, on peut faire un focus sur le comportement de Raquel Garrido, elle qui, de ce qu'en ont déduit certains insoumis, semblerait avoir été l'autrice de fuites d'informations vers les médias, et qui a débiné allègrement ses petits camarades et le leader de l'entité politique à laquelle elle appartenait. Cela a duré pendant des mois, sans même se voir infliger quelques sanctions que ce soit. Ce cirque a duré des lustres, en fait. En fin de compte, peut-être lassés, les élus du mouvement, de manière collégiale, finissent par décider d'une sentence somme toute dérisoire à son encontre, sans doute pour démontrer la tartufferie des attaques qu'elle avait formulées. Sentence qui fut prétexte à davantage de cris d'orfraie poussés, encore une fois. Pourtant, la petite tape sur la main qu'elle avait reçue en guise de punition était vraiment insignifiante. Elle était juste dans le symbolique, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle l'avait méritée. Ailleurs, nul doute qu'elle aurait été exclue de longue date, et que la patience à son égard n'aurait pas été autant de mise. J'avoue sans mal que chacun de ces personnages offre une configuration unique. Pour ce qui est de Ruffin, je pense vous avoir donné mon opinion dans le précédent épisode. Épisode que je vous invite à écouter si cela n'a pas encore été fait. Je n'y reviens pas. Pour autant, il me semble très clair que celle-ci se voit de très hautes ambitions et que cela semble être la chose qui l'a animée et qui a justifié ses actes. Sa cour de regard aidant, cela paraît indéniable. J'attends qu'on me démontre le contraire. J'avoue que ce sera malgré tout difficile de me convaincre que je fais fausse route au sujet des ambitions qu'elle nourrit. Je concède avoir bien du mal à comprendre ce que cherche Raquel Garrido dans tout cela. Je ne saisis vraiment pas. Son attitude, en tout cas, est, selon moi, absolument délétère et franchement pas en adéquation avec les idées qu'elle est censée porter. S'épancher dans les médias mainstream et donner du grain à moudre à des adversaires de ce calibre n'est ni malin ni pardonnable.
et qu'elle trouve insupportable qu'on lui rappelle ses obligations envers ses collègues témoigne d'une mauvaise foi assez éhontée. Si quelqu'un a une idée sur ce point, merci de me donner votre hypothèse. Cela m'intéresse, surtout si vos arguments sont pertinents et que cela peut éclairer ma lanterne. Peut-être est-elle, pour l'occasion, le petit soldat des velléités de ses petits amis, allez savoir. Je ne vois guère d'autres possibilités pour ne rien vous cacher, à moins de la considérer comme complètement perdue politiquement et, de fait, dans une posture contre-productive. Au tout début, je me souviens avoir été triste pour Alexis Corbière et touché par son émotion, du fait des mots de Jean-Luc Mélenchon en son encontre. Je ne me souviens pas précisément quels étaient ces mots, mais il était question de prime à l'ancienneté qui n'existerait pas, pour justifier que l'ancien prof en lycée professionnel n'ait pas une place de gérance dans un des pôles du mouvement. J'avais alors trouvé les mots de Mélenchon très durs, voire même un peu choquants quelque part. Je me souviens alors avoir ressenti une forme de déception concernant l'expression de JLM. Corbière avait été un fidèle lieutenant jusque-là, et un de ses compagnons de route depuis des années. Cela rappelle qu'il s'agit parfois de bien se renseigner avant de commenter certaines situations. Une fois le petit manège des concernés dévoilé, mon regard sur le passage en question a bien évidemment évolué considérablement, particulièrement avec l'optique en tête de solliciter et d'impliquer des jeunes en leur confiant des responsabilités. Une chose est certaine, dans cette configuration, tout s'éclaire, si on va aller par là. Purge et scandale de la non-investiture. Déjà, le terme de purge est tout simplement hallucinant, il ne correspond à aucune réalité. Je ne me rappelle pas que qui que ce soit ait invoqué un tel concept pour autre chose que des masses, des populations entières. Ici, on parle d'un groupe de 6 personnes, c'est dire le décalage cognitif. En plus, cette expression est malheureuse quant aux images qu'elle renvoie, et qui ne sont tout simplement pas adaptées au contexte dont on dispose ici. Comment ne pas prendre en compte le contexte et replacer les faits dans le flux des événements en lien avec cette histoire? Comment également ne pas se lancer sur une réflexion à propos de philosophie politique et fonctionnement partisan à base d'investiture? Pour rappel, une force politique est libre de déterminer qui est la meilleure option et désigner ses candidats, c'est la base. Personne n'est censé être candidat investi d'office sauf à avoir un nombre de candidats clairement inférieur au nombre de lieux où être représenté. Dès lors qu'il y a des choix à faire, car plus de monde qui se comptait, il y a des critères d'éligibilité. Le groupe en question souhaite-t-il remettre en cause l'investiture de personnes racisées venant des quartiers populaires ou encore de femmes pour assurer la parité? Évidemment que non. Alors il s'agit de comprendre que des choix s'opèrent ou s'imposent en fonction des situations. Cela me permet une incise. Définir le comité électoral comme un organisme fantoche, comme Alexis Corbière a pu le faire, est un manque complet de respect pour les bénévoles qui le composent, ainsi que pour ses collègues qui le chapeautent. Si on tire ce fil, cela voudrait dire que ceux-ci sont des pions sans importance ou des marionnettes dont on tirerait les ficelles. C'est grave, péniblement justifiable même, franchement honteux. En outre, il y a un décalage évident avec la volonté affichée depuis très longtemps de Mélenchon de ne pas être de la délibération pour désigner les candidats. Il a roulé sa bosse et c'est bien ce que cela implique. Il est conscient des déceptions et mécontentements que cela génère et a déjà expliqué pourquoi ce n'est pas pour lui. Pour les amateurs de sources, c'est vérifiable. Il avait même fait part de son idée sur la question au cours d'une de ses fameuses revues de la semaine. Finalement, pour que le terme purge puisse être utilisé, il aurait fallu qu'il y ait une élimination des personnes en question. Or, elles se sont exclues d'elles-mêmes, en créant autre chose et en brisant les règles qui régissent le groupe. Règles souples, comme on a pu le constater. Exiger de ne pas venir vomir sur ses camarades dans les médias ou encore contribuer à enfoncer des personnes censées être des collègues du groupe n'étant tout de même pas la mer à boire, ou pas la scène pour rebondir sur l'actualité récente des JO. Surtout quand solidarité et entraide sont supposés être des principes qui régissent notre action politique. La cohérence doit être de mise, non? Comment qui que ce soit pourrait être convaincu sinon? Il s'agit de se souvenir que la politique, c'est aussi et surtout de faire croire en la réalité du projet humaniste quand on s'avère être de gauche, ce qui implique de la sincérité, de préférence. Voilà qui me fait une transition toute trouvée pour évoquer la section suivante. Le projet Legrain. Alors qu'on vient de traiter de cohérence et de mise en équation, difficile de ne pas du tout remettre en contexte la séparation de ces gens de la France insoumise à l'aune des tractations révélées de l'après avec le millionnaire Legrain. Ce qui pose déjà problème, c'est que tout cela ait été effectué à l'abri des regards de tous.
Déjà, une alliance avec un millionnaire pour une organisation de gauche est en soi résolument discutable. Pire encore, lorsqu'on en vient à s'affairer à infléchir la ligne politique vers un recentrage, dirons-nous, pour être gentil. Il n'avait d'ailleurs pas simplement été question de prendre l'hégémonie à gauche, mais aussi il aurait été question potentiellement d'alliance sans la FI au besoin. Il me semble en outre que cela a été évoqué pour, à minima, le groupe parlementaire, de sorte à contrebalancer l'emprise idéologique de la France insoumise sur la gauche. Plus globalement, on peut se délecter de la savoureuse hypocrisie de la démarche de nos amoureux de la démocratie, qui n'auront pas cru bon d'informer qui que ce soit de leurs faits et gestes. Eux qui ont, comme révélé par un quotidien, multiplié les dîners en ville avec leurs alliés pleins aux as et aux intentions à viser sociodémocrates. En tout cas, cette relation aide à mieux cerner la volonté de certains, ainsi que celle de se conformer au code que la bourgeoisie les intime de respecter, à commencer par le ton feutré faisant écho au salon parisien de la bonne société. Dans la même veine, peu de raisons de s'étonner d'une ligne plus consensuelle souhaitée, et de la politique plus modérée allant de pair avec le changement de société à la marge en ligne d'horizon. Briser le ton et les décibels est souvent un moyen de briser les volontés de se dresser contre l'existant, et les puissants qui dirigent la planète, le monde des affaires ou l'économie. La blague résidant dans le fait que pour certains ils sont insoumis aux insoumis, pour finir, en bord de course, par être les porteurs d'eau du système ainsi que ceux qui divisent l'unité populaire et facilitent la victoire des droites dures. L'après, c'est quoi ? Quel bilan ? Je crois que je viens quelque peu d'en commencer une forme de constat. On sait qu'il est encore trop tôt pour dresser un bilan de cette initiative tant elle est récente. Mais on peut tout de même tirer des conclusions pour l'heure. Pour moi, au moment où je produis ce podcast, cette tentative est plutôt un échec. Qu'il faut choisir entre l'après et construire le monde d'après, car nous sommes devant un énième rechappage de la social-démocratie. Un rechappage de plus du monde qui se tarde à mourir pour reprendre une partie de la sémantique de Gramsci. L'après est un épiphénomène et ne représente pas grand intérêt à moins de le considérer au regard de l'existence de nombreuses lignes à gauche et des rapports de force entre réformistes et divers types de révolutionnaires. Révolutionnaires qui, plutôt que d'amender l'existant et donc l'actuel capitalisme néolibéral, eux, souhaitent vraiment laisser derrière eux le monde qui se meurt, pour reprendre à nouveau les mots d'Antonion. Difficile aussi de ne pas déceler ici comme une forme d'échec alors qu'un des principaux dissidents et quelqu'un considéré comme présidentiable par certains, en la personne de François Ruffin, avait foot ou piscine. Soit manquait d'appel une fois encore, comme d'accoutumé lorsqu'il s'agit de prendre des positions qui peuvent avoir des allures clivantes. Présentement, on n'a pas constaté de départ de masse des effectifs insoumis, bien au contraire. Plutôt une vigueur militante renforcée par les apports de nombreux nouveaux venus voulant porter main forte pour mener les combats antiracistes, écologistes et sociaux en étant fermes sur leurs appuis. Néo-militants voulant tout particulièrement prendre part à la bataille qui s'annonce face à l'extrême droite et sur laquelle on a remporté la première victoire dans une opposition qui ne fait que commencer. Ne nous voilons pas la face, l'extrême droite s'avère être loin d'être à terre et hors jeu pour 2027. Pour moi, tout un symbole, le combat continue. La social-démocratie, sous ses divers oripeaux, est dépassée et ne peut désormais plus aucunement répondre aux enjeux de la période. L'après, en ce sens, est une impasse ou une voie de garage qui ne pourra provoquer, au pire, que de la casse à gauche et au mieux, être une formation sans intérêt. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ce podcast vous aura plu et j'espère pouvoir vous retrouver au prochain épisode.